Donc pour les gens qui arrivent, bonjour, et on laisse tout le monde rentrer dans la salle. Et on va démarrer une petite minute, je pense. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Allez. Encore. C'est bon, il y a du monde. Allez, on va démarrer. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir à ce webinaire sur la facture électronique. La facture X, c'est dans le cadre de IPZAT. Je me présente, je suis Dominique Perrier, je suis expert comptable, membre de la commission innovation de l'IFEC et participant à l'IFEC Paris. On va co-animer tous les trois ce webinaire. Je vous laisse chacun vous présenter. La galanterie fait que je vais se présenter. Merci Dominique. Bonjour à tous, donc je suis directeur général du cabinet Sicile, donc je m'occupe de tout ce qui est infrastructure au niveau de la nouvelle évolution des nouvelles techniques dont la facture X, et en fait au niveau du cabinet j'ai testé à peu près l'ensemble des outils existants sur le marché, et ça fait à peu près 3-4 ans que je travaille là-dessus, et donc nous on s'est positionné sur certains outils et logiciels qu'on utilise maintenant, et qu'on pourra discuter avec vous sur les inquiétudes que vous avez éventuellement sur l'évolution de la facture X et de la démat. Sébastien, je te laisse la parole. Et bonjour à tous, donc moi c'est Sébastien Claes, président de la société IPZAT. Et donc on est en ce moment en plein cœur de toutes les modifications côté éditeur dans ce processus de facturation électronique. Et donc j'ai pouvoir répondre à toutes les questions sur la partie édition et plateforme. Voilà, super. Rebonjour à tout le monde. Alors, vous avez la possibilité de nous poser des questions parce que c'est le but de ce webinaire, c'est vraiment d'être dans l'échange. On va faire une partie théorique, j'allais dire, mais n'hésitez pas à poser des questions. Donc, vous avez sur la partie droite de votre écran, dans la rubrique questions, vous pouvez nous poser les questions et on essaiera d'y répondre. Voilà. Alors, dans un premier temps, on va redéfinir ce qu'est une facture électronique, d'où ça vient et où on va. Donc la facture électronique, c'est pas un sujet nouveau, on en parle récemment entre nous, j'allais dire, mais c'est pas un sujet nouveau puisque certaines entreprises sont déjà en facture électronique depuis 25 ans quasiment. Si vous prenez tout le monde de l'automobile et les grands donneurs d'ordre et la grande distribution, ils sont déjà en facture électronique. C'est un schéma qui est connu de ces entreprises-là. Et pour nous, cabinet, et pour les entreprises clientes, les TPE, PME, ce n'est que la fin, j'allais dire, de la digitalisation de l'économie de manière générale, puisqu'on a démarré par les envois de l'IAS il y a une bonne vingtaine d'années. Ensuite, on est passé sur les déclarations de TVA, la DSN, on commence à scanner des documents. Et là, on arrive sur le bout du bout. En fait, c'est la facture électronique qui va, pour l'instant, être déployée à partir de 2024. Je vais vous redonner des dates juste après. Mais ça devrait être fait et on espère que ce ne sera pas trop fragile. Ça a été retardé une première fois. De manière générale, une facture électronique, c'est quoi? C'est un document qui est créé, émis, transmis et archivé sous format électronique. Une fois qu'on a compris ça, c'est simple. Électronique, ça ne veut pas dire numérique. C'est le vrai sujet. Ce n'est pas parce que vous scannez une facture et que vous l'envoyez à qui que ce soit, ça ne devient pas une facture électronique de fait. C'est une facture numérique. Et la différence est assez importante puisque c'est un des sujets qui est en pleine discussion en ce moment avec le Bercy, pour faire court, et le FNFE, donc le Forum national de la facture électronique, et l'organisme qui gère Chorus Pro, c'est toute la partie de ce qu'on appelle l'original fiscal. Et un document numérique n'est pas un original. Donc c'est pour ça qu'on parle de facture électronique. La facture électronique, elle garantit quoi? L'authenticité, l'intégrité et la fiabilité du document. Ça veut dire qu'à partir du moment où le document est électronique, on ne peut plus le modifier, on ne peut plus rien en faire, et il restera sous ce schéma-là, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est ce qui va garantir le traitement comptable et un certain nombre de sujets.
Pourquoi le gouvernement insiste pour qu'on passe à la facture électronique et assez rapidement? Il y a 3 objectifs à ce principe-là. Le premier, c'est de fluidifier l'économie, plutôt un élément louable, j'allais dire, de respecter la LNE sur les délais de paiement. Là aussi, ça va être un outil qui permettra de réduire les délais de paiement, donc c'est plutôt favorable pour les entreprises. Et puis, dernier sujet, c'est de permettre à terme, on espère pas trop longtemps non plus, c'est une collecte de la TVA de manière beaucoup plus fluide. Alors, pour le Bercy, forcément, et pour nous, ça va forcément changer nos métiers, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais les trois éléments importants sur la facture électronique sont ceux-là. Fluidifier le marché et réduire les coûts parce qu'une facture électronique coûte moins cher qu'une facture papier. Le rapport, il est quasiment de 1 à 10. Et puis, pré-remplir les déclarations de TVA et respecter les délais de paiement. Donc, c'est plutôt vertueux comme élément. Les 3 formats de facture électronique, puisqu'il y en a 3, il y a ce qu'on appelle, je peux commencer par celui qu'on pense utiliser le plus, c'est le format hybride, mais j'y reviendrai après. Il y a le PDF signé, à partir du moment où le document PDF est signé par une signature électronique, alors je rentre dans le détail, RGS 2 ou 3 étoiles et certificat qualifié IDAS correspondant, ça pourrait être considéré comme une facture électronique puisque du coup, ça devient immodifiable. Donc, c'est le sujet. Il y a le DI fiscal qu'on connaît déjà tous, TVA et liasse fiscale. Donc, ça, c'est un schéma qui est déjà utilisé. Et tout à l'heure, je parlais des entreprises qui utilisaient déjà la facture électronique. Eux sont en EDI. Donc, ça devrait ne pas poser de difficulté pour avancer sur ce sujet-là. La facture X, alors, c'est le format hybride. Je laisserai Sébastien en parler après, mais sur le principe, c'est une facture qui est lisible à l'œil nu par l'humain et lisible par la machine. Vous avez un côté pile, un côté face pour faire court. Je ne vais pas rentrer dans la techno, mais c'est un document qui a une image de la facture et qui a un fichier attaché qui peut être lu par la machine. Et pour le coup, ça devient un document infalsifiable non plus puisqu'il est scellé dans le principe et donc ça devient une facture électronique de droit. On a parlé de délais tout à l'heure. Les délais, alors, je pense que vous le savez tous, on est déjà en facture électronique pour la partie secteur public, c'est-à-dire dès qu'on est en B2G, et ça depuis le 1er janvier 2020 pour l'ensemble des entreprises, ça avait démarré en 2017. Le planning qui arrive pour le B2B et le B2C, alors ça devait démarrer en 2023, ça a été décalé, et donc ça va être du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025. Ce qui veut dire qu'on va être concerné dès le 1er juillet 2024, c'est hyper important et ça fait partie des éléments qu'on va évoquer pendant ce webinaire, c'est qu'on aura l'obligation de recevoir les factures en format électronique, même nos petits clients, puisque c'est général et générique, on n'a pas le choix. Et en revanche, l'émission des factures pour nos petits clients, j'allais dire en taille et non pas pour les dossiers TPE et PME, ça va démarrer au 1er janvier 2026. S'il n'y a pas de décalage, j'espère qu'il n'y en aura pas parce que tout le monde travaille le sujet de manière importante et notamment les éditeurs parce que ça a des conséquences pour eux. Voilà, donc ce qui est important à retenir, c'est le 1er juillet 2024, obligation de réception des factures. Donc on va avoir pendant une période forcément un peu de mix des deux, du papier du numérique et du format électronique. C'est là où la facture a un vrai intérêt puisqu'elle va nous faciliter la vie normalement, puisque ce n'est pas a priori pas très compliqué à mettre en place auprès des éditeurs, mais je laisserai Sébastien en parler aussi. Voilà, j'ai fait un tour assez rapide sur ce qu'était la facture électronique d'un point de vue juridique, pourquoi on y va, et je vous ai donné les délais. Je vais laisser Sébastien maintenant nous parler un petit peu des plateformes, parce que j'ai évoqué le sujet 2 secondes, et je pense que c'est un sujet important sur lequel on peut passer un petit moment. Oui, effectivement, merci Dominique. Du coup, la façon dont on va pouvoir émettre et recevoir des factures électroniques se fera via des plateformes, des services en ligne qui vont permettre d'éditer et de traiter les factures reçues. On en a un peu parlé la fois dernière, donc pour reprendre le sujet, donc il y aura 3 types de plateformes. Il y aura donc les plateformes qu'on appelle PDP, donc c'est plateformes de dématérialisation partenaires. Ça, ce sont des plateformes qui vont être en mesure d'envoyer directement vers l'administration fiscale les factures électroniques qu'elles auront émises et réceptionnées et stockées. Donc, ce sont les plateformes qui auront le droit de faire ça. Il y aura une plateforme partenaire qui sera un peu particulière parce que ce sera la plateforme publique, la plateforme de l'État qu'on appelle Chorus Pro.
Et ça, donc c'est la PDP de l'État, entre guillemets. Et ce sera la plateforme par défaut qui sera gratuite pour faire, on va dire, le strict minimum, de pouvoir créer et traiter ces factures au format électronique. Les autres PDP, donc, ce seront des plateformes privées, et là, on appellera ça vraiment des PDP. Ça peut être n'importe quel éditeur qui va faire le choix de remplir, on va dire, le cahier des charges techniques de toutes les normes qu'il va falloir faire de notre côté pour pouvoir stocker légalement des factures électroniques et pouvoir les transmettre à l'administration fiscale. En dehors de ces plateformes dématérialisation de partenaires, il y aura tous les autres éditeurs qui vont décider de ne pas devenir PDP, et ça, on va appeler ça des opérateurs de dématérialisation, des OD. Ces opérateurs de dématérialisation pourront, comme les autres plateformes, faire de la gestion de traitement de factures et de l'émission de factures, mais devront travailler avec une PDP pour transmettre ces documents vers une plateforme qui va être capable de créer le fichier électronique légalement et de le transmettre à l'administration fiscale. Donc, il va y avoir ici un choix à faire, soit on change d'outil et on décide de passer tout de suite vers une plateforme qui a vocation à devenir PDP pour finalement gagner du temps et pas multiplier les outils, ou alors on se renseigne et on regarde quel va être le process, parce que les opérateurs de dématérialisation vont pouvoir aussi de manière on va dire semi-automatique, envoyer les informations dans une PDP. Donc, ça peut être aussi simple quand même, mais là, il va falloir se renseigner et demander comment le process va être avec la plateforme qu'on utilise, et éventuellement s'orienter vers une réelle PDP. Est-ce que c'était clair, Dominique? Très clair. Pour moi, oui, c'est très clair. Ah oui, Très clair. pas de souci. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'on aura une plateforme d'État donc qui existe déjà puisqu'elle est utilisée pour le B2G, ce qu'on disait tout à l'heure. Et là, en fait, les plateformes, donc les PDP devront, eux, transmettre à Chorus, pour ne pas le nommer, les éléments X et Y. Alors, il y a la problématique du e-reporting et du e-factoring, j'allais dire. Sur la partie facture électronique, à partir du moment où on est en B2B, les factures vont être transmises à l'administration, a priori, en totalité. C'est comme ça que d'ailleurs l'administration pourra préparer les pré-remplir les déclarations de TVA. Oui, les reporting et le e-facturing, la différence, mais je crois qu'on avait une autre question tout à l'heure à ce sujet-là par rapport aux factures étrangères, donc on y répondra tout à l'heure. Absolument. Sébastien, tu peux juste répondre. Il y a une question qui est posée par rapport à IPDAT pour savoir c'est quoi comme type de PDP qu'IPDAT fera. Et comme tu as présenté les trois types de. Ouais, donc nous on deviendra PDP, donc ça veut dire plateforme dématérialisation partenaire, on va dire officielle. Hein, donc les documents reçus sur iPadZat seront signés électroniquement, transformés en facture X si besoin, et les documents émis seront des documents facture X, enfin des factures électroniques a priori pour l'instant avec le format facture X parce que c'est celui qu'on a choisi, mais peut-être le format changera, on verra en fonction des évolutions sur le sujet. Mais sera en tout cas une facture électronique officielle et transmise directement à l'administration fiscale. Donc ça, c'est le positionnement d'iPadZat. Voilà, donc je reprends un petit peu parce qu'au dernier webinaire, on a dit qu'on était encore en train d'hésiter si on allait être éditeur, donc opérateur de dématérialisation classique ou plateforme de dématérialisation de partenaires. Et là, on s'oriente vraiment sur être une plateforme de dématérialisation de partenaires et donc stocker et créer légalement de la facture électronique chez nous. Il y a une question qui vient d'être posée aussi par rapport à savoir quel est l'intérêt de passer par un PDP et avec le lien de Chorus. En fait, le souci, c'est que Chorus, quand vous le pratiquez, c'est assez lourd. Donc, ce qui veut dire qu'il faut prendre un éditeur, on va dire lambda, que ça soit OD, opérateur de démat ou PDP. Et le problème, c'est qu'après, il faut tout intégrer sur Chorus Pro. Donc, l'inconvénient, c'est de devoir travailler sur Chorus et de travailler aussi sur un éditeur. C'est pour ça que si on passe directement par un PDP, l'avantage, c'est d'avoir qu'un seul logiciel pour un ensemble. C'est ça, et une autre différence entre Chorus Pro et les plateformes privées qui vont devenir PDP, c'est que sur les PDP, nous, on vend aussi d'autres avantages, hein, d'autres outils qui vont être complémentaires avec les outils de facturation et de traitement de factures d'achat, qui vont permettre de fluidifier le process.
Donc, par exemple, sur iPadsat, on vend aussi du suivi de trésorerie, du paiement de facture, des choses comme ça, qui viennent compléter l'offre et on gagne beaucoup de temps parce qu'on a tout au même endroit et on n'a pas besoin, en plus, d'aller sur Chorus Pro parce qu'on va faire le travail de transmission automatiquement. C'est un point super important là, ce qui vient d'être exposé, puisqu'en fait, dans la mise en place de la facture électronique, on a l'impression qu'on va perdre un peu de boulot, nous, on va se dire les choses. Et donc, du coup, d'être que sur Chorus Pro, ok, c'est gratuit, mais c'est le strict minimum. Ça, je le valide et je suis tout à fait d'accord. En plus, Chorus vient d'être remodifié, ça ne fonctionne pas encore au top du top, mais ce n'est pas le débat. En fait, le vrai sujet, c'est que sur des plateformes PDP comme iPadsat, ça vient d'être exposé par Sébastien, c'est qu'on aura à nous une partie du travail qu'on pourra récupérer, qu'on ne faisait pas aujourd'hui, le suivi de trésorerie, tu en as parlé, et ça fait partie des éléments qui vont nous faciliter aussi à nous la vie demain, puisqu'à partir du moment où les déclarations de TVA seront pré-remplies, il faudra forcément avoir connaissance des dates de règlement et des dates d'encaissement. Grâce à des outils comme ça, on pourrait le faire. Et donc, on pourrait aller sur du suivi de trésor, sur de la trésorerie prédictive ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a une question qui est très drôle. La liste des PDP est déjà sortie. Réponse, non. Alors là-dessus, en fait, c'est pas possible. Les entreprises qui veulent être PDP vont pouvoir, on va dire, demander leur numéro d'immatriculation, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner, qu'en septembre 2023. Donc, c'est pas pour tout de suite encore. Au mieux, septembre 2023. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que je crois qu'il y a à peine 50 entreprises qui postulent. Oui, j'avais entendu ça, entre 50 et 80, je crois. Ouais, alors ils avaient annoncé entre 50 et 80 et j'ai eu un retour hier avec des membres du FNFE. C'est en train de descendre plus près de 30-50 que 50-80. Parce qu'en fait, il va falloir mettre en place ce que tu disais, les critères. Et vous allez être en plus, en tant que PDP, tous les ans, vous allez repasser à la casserole. C'était pas tous les 3 ans initialement? Hein? C'était tous les 3 ans, je crois, initialement, mais ils ont rabaissé. J'ai l'impression que pourquoi, mais bon, on verra bien. Enfin, nous, en tant qu'utilisateurs, c'est comme pour je déclare pour les déclarations fiscales ou les TVA. De toute façon, c'est transparent. Ça concerne l'éditeur et pas l'utilisateur. C'est ça tout le travail de l'éditeur finalement, c'est que nous on encaisse tout le travail qui doit être fait pour l'utilisateur, pour l'utilisateur expert comptable ou pour l'utilisateur entrepreneur, la transition soit complètement transparente. Tous les utilisateurs qui utilisent aujourd'hui iPadsat, en fait, dans 3 ans, vont automatiquement créer et recevoir des factures électroniques sans s'en rendre compte et ce sera transmis automatiquement à l'administration fiscale. Et c'est ça notre rôle finalement, c'est de faciliter cette transition. Là, je vais revenir juste par rapport à la question de Chorus Pro. C'est vrai qu'en fait, quand on parle de Chorus, de la facture X et autres, on parle vraiment de factures émises, de factures, comment dire, envoyées, etc. à l'administration. Mais la question aussi se pose, comme tous les cabinets experts comptables dont nous on fait partie, c'est bien d'avoir un outil de démat, donc ça soit pour les factures ou entrant et sortant, donc pour les factures de vente et d'achat, mais en même temps, on n'a pas forcément envie d'avoir 15 logiciels qui pourra nous polluer par rapport au travail qu'on va pouvoir utiliser au niveau d'un cabinet comptable. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de la comptabilité. Donc là, la position qu'on peut avoir avec iPadsat, parce qu'on est partenaire avec iPadsat, c'est se dire, moi, je veux un outil, mais qui soit complet de A à Z pour l'après-compta. Donc avec iPadsat, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut récupérer les achats, les ventes de tous nos clients. On peut prendre la petite photo par rapport à tout ce qui est note de frais. On peut récupérer en automatique la banque, donc on peut faire le lettrage automatique sur iPadsat. Et on peut aussi, comme Dominique disait, Sébastien, avoir notre flux de trésorerie et faire des tableaux de bord et des tableaux de trésorerie pour le client. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est assez important et il ne faut pas se focaliser, je pense, que sur la facturiste ou Chorus Pro. C'est que nous, on travaille plus en disant demain, on va avoir une facture de dématérialisation. Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le gain-temps qu'on va avoir avec nos clients? Quel est le gain-temps qu'on va avoir en interne au niveau de la comptabilité? Et donc là, c'est aussi pour vous aider à réfléchir en vous disant, mais si je prends un outil, il faut que ça soit une pré-compta totale. Soit on prend d'autres outils qui sont en comptabilité totale et c'est pas la position d'iPadsat parce qu'iPadsat veut travailler avec des cabinets experts comptables. C'est soit on décide de prendre un logiciel de pré-compta, donc qui peut être iPadsat entre autres, soit on peut utiliser un outil comptable en totalité. Mais c'est vrai que Chorus c'est plus pour tout ce qui est facture de démat et c'est là la position qu'il faut que vous preniez, c'est de se dire est-ce que mes collaborateurs seront capables d'utiliser
plusieurs outils et logiciels en même temps, ou ils préféreront n'utiliser qu'un seul. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez important que je voulais souligner par rapport à ça. Ouais. Si notre outil de production est fait du Facturix, de la gestion de trésor, alors pas besoin de se connecter à un PDP, on fait tout directement chez l'OD et le flux vers PDP est transparent, comme les EDI d'aujourd'hui. Réponse, oui. Réponse, oui. En fait, si on retrace le flux des factures demain, parce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais de demain, on va travailler donc sur nos outils de production. Donc nous, nos clients, on émet les factures vers des factures de vente. Elles vont être déposées sur une PDP qui va, elle, transmettre les infos nécessaires à l'administration, donc à Chorus Pro en toute transparence pour la TVA et un certain nombre d'indicateurs. Et puis sur la PDP, il y aura transmission de cette facture de vente aux clients de notre client ou à nos propres clients. Et tout ça est transparent. Et dans le schéma inverse, pour les fournisseurs, c'est nos fournisseurs qui vont passer sur la plateforme et on récupérera les factures de l'autre côté. Donc en fait, on a un gain qui va être assez important et c'est ce que fait IPZAT sur le sujet, c'est de pouvoir avoir un outil de pré-comptabilisation et de suivi de gestion qu'on aura pour le Sébastien, tu as une question pour toi. Ouais, alors, il y en a même plusieurs même. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui m'interpelle. Il y a une question intéressante. C'est un point me soucie. On peut prendre une photo de facture. Est-ce que c'est un doc certifié comptabilisé à partir de ceci? Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est le cas en ce moment. Par exemple, il y a la notion de valeur probante d'un document fiscal. Sur iPadZat, par exemple, là déjà maintenant, si on prend en photo une facture, il va être signé électroniquement, il va être stocké, il va être scellé, archivé. et on peut dire que cette photo a valeur probante et donc OK. Sauf que, en fait, ce process de prendre une photo, il va être un peu obsolète quand la facturerie sera complètement mise en place, quand la facturation électronique sera complètement mise en place, parce que ce document papier que vous prenez en photo, normalement, ne devrait plus exister. En fait, le document original sera directement transmis du fournisseur à vous via les plateformes de l'immatriculation partenaire. Donc, il n'y aura plus sujet de prendre en photo un document et nous, en tant que plateforme, d'apposer un certificat, de le transformer en PDF. Tout ça, c'est des opérations qu'on fait maintenant pour, on va dire, valider et donner valeur aux pièces justificatives. Mais le but, c'est que ce process n'existe plus à terme. Donc, la transmission se fera de plateforme PDP à plateforme PDP directement. Alors, la question n'est pas posée, mais ça me vient à l'esprit. Il faut qu'on parle un peu de l'annuaire quand même. Non pas l'ancien Minitel, mais l'annuaire lié à la facturation électronique. Il faut peut-être qu'on en parle un petit peu. Oui. Vas-y. Alors ça, c'est plus un sujet pour toi, je pense, Dominique, si tu veux en parler. Alors, chaque entreprise a une référence. Parce que là, on est en train d'expliquer que les factures vont partir d'un outil de gestion vers une PDP, qui l'enverra à une autre PDP, qui l'enverra à un autre à nos clients. En fait, chaque entreprise va être référencée sur ce qu'on va appeler un annuaire national. Tout ça va être en lien avec les sites de l'INSEE, l'INPI, le guichet unique, et je me demande si ça ne va pas être en lien avec le bénéficiaire effectif en plus. Mais à terme, ça risque de l'être. Et donc, en fait, une des opérations qu'on aura à faire, nous, en tant que cabinet, c'est de montrer à nos clients que ce n'est pas une lubie, mais que la facture électronique, ça va vraiment marcher, et qu'on doit les inscrire et qu'ils doivent s'inscrire sur un annuaire qui sera en lien avec une plateforme. Donc, il y aura un choix de plateforme à faire. Alors, forcément, on va parler d'IPZAT aujourd'hui, mais il y a un choix de plateforme à faire pour nos clients et leurs propres clients. Donc ça, c'est un vrai sujet, il ne faut pas le louper parce que ça va être obligatoire. Ça devait être fait en 2023, mais comme les infos, on les aura au mieux, comme le disait Sébastien, en septembre 2023, on aura entre 3 et 6 mois pour se préparer. Comme d'habitude, les cabinets vont bosser pour l'administration, mais ça, on le sait. Comme d'habitude. Voilà. Par contre, il y a plusieurs questions sur l'histoire de la photo du justificatif, donc du restaurant, du carburant. Donc, je ne me trompe pas, Sébastien, on est bien d'accord qu'IPDAT a comment dire, l'agrément pour l'archivage électronique au niveau de votre logiciel et que toutes les photos qu'on peut prendre de nos justificatifs actuels est considérées comme fiscalement recevables.
Tout à fait. Donc ça, on le fait déjà hein, sur iPadZat. Donc, comme disait Dominique tout à l'heure, on a la notion de certificat caché serveur RGS 2 étoiles, la notion de stockage pendant 10 ans, comme tu disais, Vuche. Donc ça c'est on va dire, c'est un cahier des charges qu'on doit respecter en tant que plateforme pour pouvoir assurer la valeur probante d'un document. Ça, toutes les pièces prises en photo sur la solution iPadZat respectent tout ça. Donc, on transforme l'image en PDF, on n'altère pas l'image, donc on n'a pas le droit, par exemple, de la rendre en noir et blanc. Tout ça, c'est pas. Voilà, il faut que l'image prise en photo soit l'original. On appose un certificat, ça veut dire qu'à partir du moment où le PDF a un certificat, il est signé électroniquement, ça veut dire qu'on assure l'inaltérabilité du document. Et ça donne valeur probante au document. Ça, on le fait déjà, ouais. Une question. Question pour C'est difficile de prioriser les questions, du coup. Focus. Comment se passe? C'est toi qui lis les questions, Dominique, ou comment on fait? Il y en a une que j'essaye de lire, mais j'ai pas la réponse, donc je vais la relire 2 fois. Ouais, là, c'est longue, c'est sur sur le B2B, c'est ça? Non, c'était celle Non. sur les. Je crois qu'on y a répondu tout à l'heure. Focus avantage. Le seul avantage, c'est pour les plateformes et l'administration fiscale. Bah, Dominique, le temps que tu lises les questions, je réponds à quelques questions. Tu anticipes, Donc, la question est, donc, est-ce qu'on peut continuer à prendre des photos? Oui, si vous passez sur une plateforme agréée. Au niveau de l'administration, oui, vous pouvez continuer à prendre des photos, les clients peuvent continuer à prendre des photos. Et ensuite, quelle est la plus-value en tant que professionnel? C'est se dire, bah, il faut réfléchir au gain de temps qu'on peut avoir au niveau de nos clients et au gain de temps qu'on peut avoir en interne. Moi, c'est vrai que pour moi, quand j'ai commencé à parler d'iPadas à nos clients, il y en avait pas mal qui étaient réticents en disant oui, mais bon, ça va être rébarbatif, moi je ne sais pas scanner, je ne veux pas scanner, etc., etc. Et donc je dis, bah, en fait, il y a double process, il y a même plusieurs process à avoir. Soit on s'adapte aux clients et on leur dit, bah, on vous accompagne pour la mise en place de toutes les factures que vous recevez par mail dans un premier temps au niveau de fournisseurs. Et donc, on appelle tous les deux les fournisseurs où on envoie des mails pour que tout soit sur un mail, on va dire, générique de facturation. Et ensuite, quand on leur met en place aussi pour tout ce qui est note de frais, le petit appareil photo sur le téléphone, ils sont super contents parce qu'ils savent qu'en sortant du resto, hop, ils prennent la photo avec le nom des personnes qu'ils ont invitées, évidemment, sinon il y a un risque de rejet. Ils sont super contents, mais en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est les accompagner, accompagner les clients pour que ça fonctionne, accompagner le collaborateur pour que ça fonctionne. Sébastien, ben, eux, ils ont quand même des formations qui mettent en place pour utiliser l'outil iPadas. Nous, au niveau du cabinet Sicile, on peut aussi faire des formations parce que nous, on est quand même experts. On est au niveau de. Moi, ça fait 25 ans que je suis au niveau dans l'expertise, donc je connais parfaitement le métier. Et donc voilà, c'est l'avantage des gains de temps qu'on peut avoir d'un côté comme de l'autre. Et le but, c'est de gagner une moyenne. Moi, je sais que sur mes clients, je gagne à peu près 40% en passant par iPadas. Mais malheureusement, il y a tout un paramétrage à faire, toute une formation à faire, un accompagnement à faire. Et on le fait correctement, l'accompagnement. On essaye. Et J'ai ce trouvé qui est une bien question aussi intéressante. avec Sébastien, c'est que quand ils ont des problèmes, on va dire, comptables, eh ben, ils nous appellent tout de suite pour pas rester sur, on va dire, focus, on va dire, informaticien, entre guillemets. Sébastien, je ne dis pas, c'est pas une critique, mais il y a beaucoup de cabinets qui ont du mal avec des éditeurs parce qu'ils disent, mais on ne parle pas la même langue, donc on ne se comprend pas, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'à iPadas, on arrive vraiment à se comprendre, ils voient vraiment les avantages des enjeux de nos questions et nos demandes, donc ça, c'est très important. Je rebondis sur une question qui est assez intéressante parce que c'est un des sujets dont on avait prévu de parler initialement. C'est pour les factures B2B intracommunautaires, qu'est-ce que les PDP vont faire dans ce cas-là? En fait, donc nous, en tant qu'éditeur, en tant que PDP, on a deux obligations envers l'administration fiscale. On appelle l'obligation d'e-facturation et l'obligation d'e-reporting. L'e-facturation, c'est la transmission des factures électroniques émises d'une entreprise française vers une entreprise française au format électronique qui aura été accepté, donc a priori FactureX pour l'instant, directement, donc toutes les informations de la facture, la TVA, etc., directement vers l'administration fiscale. Pour les factures intracommunautaires ou avec l'étranger, enfin de manière générale,
on ne va pas les transmettre parce qu'elles n'ont pas l'obligation de respecter ces formats-là. Par contre, on va avoir une obligation de transmettre l'information quand même sous forme d'e-reporting. Ce sera moins standardisé, ce ne sera pas une facture électronique proprement parler, mais on aura l'obligation de transmettre vos échanges intracommunautaires aussi à l'administration fiscale. Et c'est ça qui est important, même si ce ne sera pas aussi précis que la facture électronique. Les PDP vont devoir transmettre vos échanges internationaux également. Merci. Là, il y a deux questions. Une à laquelle je vais répondre tout de suite parce que je connais le sujet, c'est jefacture.com. Normalement, je dis bien normalement, Jefacture devrait se positionner comme PDP. Je suis plus aux commandes de Jefacture, mais normalement, en tout cas, c'était le projet et a priori, c'est ce qui va se passer pour renforcer notre profession. Je suis bien d'accord. C'est le sujet de la data qui vient après et c'est clair. Pour rebondir sur ce que disait Sébastien sur le e-reporting, parce qu'il y a une question là pour quand on a des clients qui n'ont pas forcément de facture, mais qui ont un chiffre d'affaires via une caisse. On n'en a pas parlé, c'est vrai, mais ça fait partie aussi de la facture électronique dans le modèle. Ça veut dire que dans le texte qui est passé, alors ça pas franchement à voir avec le format de la facture électronique, ça a à voir avec le format et l'obligation qu'on va avoir. On aura l'obligation enfin les entreprises auront l'obligation de transmettre par décade normalement leurs aides de caisse sur des PDP. Voilà. Et je vois que vous parlez des restaurateurs, on va parler des mêmes clients. Ils auront l'obligation de transmettre à l'administration leur chiffre d'affaires au fur et à mesure. Je vous laisse imaginer les conséquences. Voilà. Après, là, quand j'ai été au comité d'IPDAT, c'était mardi. Donc, ils sont en train de mettre en place les API, ils sont en train de réfléchir sur les API logiciels, comptables, mais aussi les API pour les caisses. Donc, du coup, en fait, il y aura aussi des interactions avec IPDAS au niveau de la récupération automatique du chef d'affaires, ce qui serait énorme parce qu'en fin de compte, on pourra faire de la pré-compta, on va dire quasiment en totalité sur IPDAT et ensuite on intègre tout sur notre logiciel comptable. Donc ça peut être un truc qui est assez intéressant. Et en fait, ça répond aussi à la question de comment fonctionne l'étape entre les PDP et le logiciel comptable. C'est-à-dire que ça dépend en fait de la plateforme dématérialisation partenaire que vous allez choisir. Chorus Pro n'a pas vocation à transmettre et à générer de la comptabilité. Par contre, IPZAT a décidé de le faire, mais c'est indépendant de la transformation vers l'e-facturation. Nous, voilà, tout le traitement de la facture qui est fait sur IPZAT, il est aussi transmis au cabinet d'expertise comptable pour faire gagner du temps, et on est adapté à tous les logiciels de production qui sont sur le marché pour que vous puissiez récupérer les écritures en temps réel, justement. Donc là, l'idée, c'est notre positionnement à nous. Ce n'est pas forcément le positionnement de toutes les PDP. Et ça dépendra de la plateforme. Ouais. Alors, comme j'ai parlé des caisses, on a posé une question. Est-ce que les commerçants n'ont pas de caisse? Alors, IPZAT n'a rien à voir avec ça, mais pas grave. On pourrait utiliser la plateforme PDP. Bah, si, on pourrait utiliser la plateforme PDP de IPZAT pour donner les infos. Alors, juste pour rappel, les caisses, à partir du moment où j'ai une caisse informatique ou enregistreuse, elle doit forcément répondre à une norme. Je ne reviens pas sur le sujet, je pense que tout le monde est au courant. S'il n'y a pas de caisse qui répond à cette norme, eh ben, ça veut dire qu'il faudra, comme aujourd'hui on peut le faire sur Chorus Pro, saisir des factures en ligne sur le Chorus, ben, il faudra saisir les chiffres au fur et à mesure pour que la plateforme transforme et que ça devienne le e-reporting pour que Bercy puisse préparer une déclaration de TVA. Oui, du coup, ça rentre dans le cadre de l'e-reporting. Okay. Ouais, absolument. Quand une personne, alors attends, je dis la question. Quand une personne demande une facture à un vendeur qui gère ses ventes sur une caisse, la facture va être en double avec le chiffre d'affaires e-reporting. Non, parce que l'outil doit permettre de dire ça. Il y aura un indicateur sur la facture. Ça correspond à une vente. Voilà. Ça, des entreprises comme Darty, pour ne pas les nommer, auront ce problème-là, bien évidemment. Mais par contre, ça soulève un sujet intéressant qui est que entre le moment où les déclarations de TVA sont bonnes à 100% et la mise en place de la déclaration de TVA pré-remplie, je pense que ça va être un peu plus compliqué que pour le prélèvement à la source. On a tous dit au début que le prélèvement à la source, ça allait être une grosse galère. Au final, au bout de 2 ans, ça tombe tout seul et il y a très peu de choses à corriger. Pour la TVA, je pense qu'on aura du boulot. Et on en aura pour avoir échangé avec les Portugais, les Italiens et les Espagnols qui sont déjà dans ce modèle-là. Ils établissent plus les déclarations, ils les vérifient.
Donc, il y a toujours autant de travail, voire même plus, parce qu'il faut que la compta soit à jour au fur et à mesure. Ouais. Et il faut des plateformes qui vont nous aider. C'est ça. Il y avait une question qui était posée tout à l'heure. La solution IPZAT, ben, tu y as répondu. Ce que proposait IPZAT aux experts comptables. Oui, du coup, ça répondait à la question. C'est que nous, on propose finalement, en plus de proposer une logiciel de dématérialisation et d'e-facturation pour vos clients, on propose une solution de pré-saisie et de simplification de la génération de la comptabilité. En fait, on est dans une transition où la saisie, de toute façon, devient de plus en plus automatisée. Donc, autant offrir à vos clients une plateforme partenaire qui fait également, on va dire, de la saisie comptable. Alors, il y a une question qui est posée. Est-ce que l'autofacturation subsistera avec la facture électronique? Alors, je veux bien que la personne qui a posé la question précise ce qu'il entend ou ce qu'elle entend par autofacturation. Et là, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Après, ce qui va faciliter la vie, et on l'a nommé sans le nommer, mais ça fait partie des discussions qu'il y a aujourd'hui entre le FNFE et Bercy, c'est les fameuses API avec lesquelles IPZAT travaille déjà avec certains éditeurs de la profession pour que les factures au format Facturix ou autre format, ce que tu disais tout à l'heure, si jamais l'administration souhaite que ce soit d'autres formats, que ça se fasse en automatique et soit totalement transparent pour nous, quoi. C'est vraiment le sujet. Alors, c'est le vendeur qui facture pour le compte du client, par exemple, l'acheteur de métaux. Oui, ça fait un peu Ouais. comme les pharmaciens, en fait. On a aussi les gros labos qui fait des autofacturations au niveau de comment dire, de leur pharmacie, je pense. Donc ça rentre forcément dans le format, dans le schéma de la facture électronique. Ben, dans ce cas-là, j'imagine simplement que la facture émise par le vendeur sera également transmise de la même manière. En fait, on transmettra pour les deux parties du même côté la facture qui sera comptabilisée en tant que facture fournisseur et facture vendeur, enfin acheteur, par la même PDP finalement. Oui, absolument. C'est vrai que c'est quand même du spécifique, hein. C'est l'autofacturation, il faut vraiment voir les règles, on va dire spécifiques par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment oui, pour les coopératives agricoles, c'est pareil, c'est de l'autofacturation. En fait, il faudrait quand même voir les règles d'obligation qu'il va y avoir par la suite, parce que c'est vrai que c'est pas très clair. Alors, je pense qu'une des réponses, c'est l'annuaire. C'est qu'en fait, l'émetteur, en fait, le récepteur, mais il aura l'obligation de mentionner la référence, le numéro X de la personne qui émet pour le compte 2, pour pouvoir faciliter les choses. Est-ce que celui qui réceptionne la facture a la possibilité de la contester lors de sa réception? Toujours, absolument. Il faudra contester sur la plateforme. Non, je ne suis pas d'accord. On a déjà le cas hein, sur Chorus pour ceux qui l'utilisent. Il y aura un suivi sur les plateformes d'avancement et de la facture. Elle est en quel état? Comme vous avez les suivis Chronopost quand vous envoyez un colis, vous aurez vraisemblablement la même chose en disant c'est bien parti, ça a été réceptionné, c'est bien arrivé à Bercy, c'est chez le fournisseur, ah c'est contesté, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une explication et on ne pourra pas contester pour contester. Et de la même manière, je sais qu'il y a des réflexions qui sont aussi sur la possibilité de modifier une facture tant qu'elle n'est pas remontée à Bercy. Moi, je ne suis pas un fan, mais a priori, ça va être possible de le faire. Ce qui va nous compliquer la vie. Hein. C'est complexe, hein. C'est des problématiques, je pense, qu'on aura pendant quelques années. Enfin, c'est des choses qui vont peut-être s'adapter au fil du temps. Et par exemple, là, il n'y a pas longtemps, dans la facturation, on va dire électronique de maintenant, où on ne peut plus modifier une facture qui a été émise, donc il faut créer un avoir, etc. Peut-être qu'introduire les étapes au niveau de Bercy, ça va nous permettre de réintroduire la modification des documents et de ne pas devoir passer par des avoirs ou des documents correctifs. Et en fait, cette question reprend un peu une question qui était plus haut qu'on n'a pas répondu sur quid du process de validation avant la transmission. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Hein. Il y a l'étape de la facture transmise, qui est synchronisée avec l'administration fiscale, et il y a l'étape de la facture dans sa gestion interne de traitement. Donc, sur IPZAT, par exemple, on permet, donc c'était avant le paiement, c'est ça la question. Donc, on permet, donc une fois qu'une facture est reçue, elle est en attente d'approbation, comme tous les systèmes, et puis on la passe en paiement, etc.
Donc je pense qu'il a dans le process, il va y avoir des adaptations pour attendre, enfin en gros, une fois que la facture reçue est validée, ça veut dire que si elle est validée par le récepteur, alors on peut la passer en paiement et à ce moment-là, elle sera synchronisée avec l'administration fiscale. Donc il va falloir, ça va être, ça c'est pour nous hein, que ça va être compliqué. On va dire que c'est un jeu que les éditeurs, les développeurs vont devoir faire. Le but c'est que pour vous soit transparent, mais effectivement, on va devoir mélanger le process de validation interne à la société. Donc mon DAF valide la facture, la transmet, accepte le paiement, et le process de synchronisation avec l'administration fiscale. Et ça va pas être si simple. Non, ça va pas être ça. Je vais répondre à quelques questions qu'il y a sur la liste. Donc, est-ce qu'il faut attendre que nos clients, est-ce qu'il faut que les clients attendent septembre 2023 pour rechercher un partenaire? Honnêtement, stratégiquement, je pense que c'est peut-être mieux que le cabinet comptable cherche un partenaire pour anticiper ce que va demander le client. C'est-à-dire que si vous laissez vos clients en fait décider du partenaire, vous allez peut-être avoir 3-4 logiciels en face de vous et ça va être super pesant par rapport à un cabinet en disant en fait on va avoir 15 partenaires, je sais même pas comment on va le gérer. Donc nous en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a anticipé, on a trouvé nous notre partenaire et on le propose à nos clients. Donc on leur impose pas de l'utiliser, mais on leur propose en disant faites attention, en 2023-2024, vous serez obligé d'avoir en fait compte un éditeur pour la démat. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent encore réfléchir. Et on peut leur proposer, donc présenter l'outil, et c'est beaucoup plus facile pour nous de faire adhérer un outil maintenant que en fait au niveau de la deadline. Donc, à mon avis, je pense que c'est peut-être mieux pour vous de choisir votre partenaire et d'anticiper pour vos clients. Et effectivement, c'est le moment de vérifier que le partenaire que vous avez choisi a vraiment la volonté de devenir une PDP, parce que ça simplifiera le process de tout le monde derrière. Sachant qu'on aura la réponse en 2023. Oui, c'est ça le problème. Exactement le problème. Alors, il y a une question là. Du coup, nos clients ne voudront plus faire de factures pour les acomptes. Ils n'auront pas le choix, puisque de toute façon, pour les acomptes, et je pense aux bâtiments par exemple, les acomptes sont assimilés à des factures pour le paiement de la TVA. Donc, ils n'auront pas le choix. Il y avait une autre question. Si obligation de réception en facture électronique au 1er juillet 2024, il y a forcément obligation d'émission? Oui, mais en fonction de la taille des entreprises. Les très grandes entreprises auront l'obligation de l'émettre en format électronique dès le 1er juillet 2024. 1er janvier 2025, c'est les ETI. Et 1er janvier 2026, c'est TPE-PME. Donc, bonjour, les entreprises feront-elles toujours la facture sur des logiciels de gestion co et ensuite transmises à un PDP, ou elles se feront directement sur le PDP? Le souci des logiciels de gestion co, c'est que généralement les clients ont leur stock sur leur gestion co, ils ont les acomptes, les factures et autres. Et IPDAT ne le fait pas, ne le fera jamais, étant donné que c'est pas un outil de gestion co. Par contre, il y a des API qui peuvent se mettre en place sur ces logiciels de gestion commerciale, sur lesquels on peut rapatrier toutes les factures de vente sur IPDAT pour qu'ils aient donc comment dire, la facturise par la suite si ils ne passent pas par Chorus Pro. Donc la gestion existera toujours, et je pense qu'il ne faut surtout pas changer, parce que la gestion co c'est assez lourd, et il faut que les clients gardent leur gestion co. Et ça, c'est une petite particularité aussi des PDP qui est très importante, c'est que on a le droit et la capacité d'altérer justement les factures reçues et d'en créer une facture électronique officiellement. C'est-à-dire que tous les logiciels de gestion commerciale que vous allez pouvoir utiliser vont simplement rester des opérateurs dématérialisation classiques. Nous, en tant que PDP, on sera synchronisé avec le logiciel de gestion commerciale que vous utiliserez. On va récupérer le flux de factures émises, et au moment où elle arrivera sur IPDAT, elle va automatiquement être transformée en facture électronique réelle par la plateforme de dématérialisation partenaire qui a le droit de faire ça. Donc, avant, où les plateformes ne devaient pas être altérées et devaient conserver le format qu'elles avaient après l'émission de la plateforme, là, au contraire, on va pouvoir ajouter le fichier facture X dans le PDF, on va pouvoir signer électroniquement la facture et la transmettre à l'administration fiscale pour que vous puissiez transmettre
passer à la facturation électronique sans changer de gestion commerciale. C'est aussi le but. Bon, on nous dit qu'il faut clôturer le webinaire, mais je répondrai juste à une dernière question. Est-ce qu'APayDate propose un accès cabinet et des accès clients? Donc oui, parce que c'est un travail collaboratif entre le client, le cabinet comptable et l'éditeur, qui sont très à l'écoute de nos demandes. Oui, il y a toute une plateforme de gestion. On peut gérer ses collaborateurs, on peut gérer ses dossiers, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Puis on pourra, si vous êtes intéressé pour en voir un peu plus, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. On sera ravis de vous faire des démonstrations. Très, absolument. Merci à tous. On va essayer de répondre aux questions. On n'est pas sûr d'avoir vu toutes les questions parce qu'il y en avait quand même beaucoup, mais n'hésitez pas à les transmettre et on y répondra. Voilà, on espère qu'on vous a aidé un peu à appréhender un peu plus le sujet de la facture électronique, qui est un vrai chamboulement dans nos activités. Et il faut qu'on s'y prépare dès maintenant, même si c'est juillet 2024. Exactement. Je pense qu'il faut faire ce qu'on fait là, c'est en parler, acculturer, en parler dans les cabinets, aux collaborateurs, aux clients, pour qu'ils se préparent à ce sujet-là, parce qu'on a des partenaires qui nous aident, tant mieux. Mais il faut arrêter, et il faut que le client arrête de penser, même certains cabinets, qu'on est en France, donc ça va être reporté. À un moment donné, c'est pas un sujet franco-français, la facture électronique, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un sujet mondial, puisque beaucoup de pays sont déjà en facture électronique et on n'est pas forcément en avance, mais on n'est pas encore trop en retard. Mais la France n'est pas parmi les premiers. L'Italie sont passés, Espagne, Portugal, Belgique, les pays nordiques qui sont depuis des années, l'Amérique du Sud, il y a plein de monde qui est aussi, donc c'est un vrai sujet mondial. Voilà. Et ben merci à tous, bon courage pour la fin de la saison, à nos amis. Merci à tous. Pour la fin Voilà. des bilans. Merci à tout le monde. Sébastien, merci. À très bientôt. Merci. Au revoir Dominique, au revoir Sébastien, à bientôt. Au revoir. Au revoir.